Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Dominique Laureau qui s'appelle L'art de la simplicité. Possédez-moi pour plus de liberté et de joie. Et en quatrième de couverture, il est écrit L'art de la simplicité, être en accord avec son époque sans se laisser gagner par la société de consommation. Épurer son intérieur, vider ses armoires, abandonner ses achats compulsifs, apprendre à manger plus frugal, prendre soin de son corps et de son esprit. Toutes ces pratiques font partie du programme pour tendre vers davantage d'harmonie avec soi et les autres. Cet ouvrage délivre les fondements des philosophies orientales. Le bien-être et le mieux vivre à l'usage des femmes occidentales, mais moi je rajoute, c'est valable aussi pour les hommes. Finalement, vivre zen est la clé de l'équilibre et du bonheur. Donc, il y a plusieurs chapitres. Il y a plusieurs chapitres. Moi, je vais vous parler de la première partie qui s'intitule Matérialisme et minimalisme. La deuxième partie concerne le corps et la troisième concerne le mental. Mais donc, s'il le faut, je referai un épisode sur ces deux autres parties. Donc, je vais me contenter de la première partie, donc les excès du matérialisme, les avantages du minimalisme et éthique et non, on n'en parlera pas non plus de l'éthique et de l'esthétique. Donc juste minimalisme et matérialisme. Alors le livre démarre avec cette petite phrase: à tous ceux qui désirent vivre plus simplement et donc mieux, matériellement, physiquement, psychologiquement, spirituellement, afin de les aider à explorer l'immense potentiel dont ils sont dotés. Donc, je vais vous lire quelques phrases tirées comme ça que j'ai soulignées. Pour autant, vivre simplement ne m'est pas venu simplement. Ce fut plutôt l'aboutissement d'une lente métamorphose. Le désir de plus en plus prégnant de vivre avec moins, mais dans plus de fluidité, de liberté et de légèreté. Dans plus de raffinement aussi. J'ai peu à peu réalisé que plus je me délestais, moins ce qui me restait m'était indispensable. Je redis cette phrase. J'ai peu à peu réalisé que plus je me délestais, moins ce qui me restait m'était indispensable. Finalement, on a besoin de très peu pour vivre. J'ai donc acquis la solide et profonde conviction que moins on a, plus on est libre et épanoui. Alors, on attaque cette partie sur le matérialisme, les excès du matérialisme. Dans nos sociétés occidentales, nous ne savons plus vivre simplement. Nous avons trop de biens matériels, trop de choix, trop de tentations, trop de désirs, trop de nourriture. Ce n'est qu'après avoir éliminé que de nouvelles perspectives se feront entrevoir et que des fonctions essentielles telles que s'habiller, manger ou dormir prendront une autre dimension, bien plus profonde. Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais une vie plus riche. L'abondance n'apporte ni la grâce ni l'élégance. Elle détruit l'âme et emprisonne. La simplicité, elle, résout beaucoup de problèmes. Cessez de trop posséder. Vous aurez plus de temps à consacrer à votre corps. Et lorsque vous vous sentirez bien dans votre corps, vous pourrez l'oublier et cultiver votre esprit, accéder à une existence pleine de sens, vous serez plus heureuse. Bien des choses sont superflues, mais nous ne le comprenons qu'au moment où nous en sommes privés. Nous en usions parce que nous les avions, non parce qu'elles nous étaient nécessaires. Que d'objets nous achetons parce que nous les voyons chez les autres. Afin de simplifier, il faut faire des choix, parfois pénibles. Bien des gens finissent leur vie entourés de tonnes, au sens littéral du mot, de tonnes d'objets auxquels ils ne tiennent pas et qui ne leur sont pas utiles, parce qu'ils n'ont pas pu se décider à savoir qu'en faire, qu'ils n'ont pas eu le nerf ou le courage, de les donner, de les vendre ou de les jeter. Ils restent attachés au passé, aux ancêtres, aux souvenirs, mais oublient le présent et n'envisagent pas l'avenir. Jeter requiert de l'effort. Ce n'est pas se débarrasser qui est le plus difficile, mais juger de ce qui est utile ou inutile. Il est éprouvant de se détacher de certains objets, mais ensuite quelle satisfaction. Se défaire de ses possessions peut aider à devenir celui ou celle que nous aurions aimé être.
Optez pour le minimalisme. Une phrase de Henri David Thoreau, extrait du livre Walden ou la vie dans les bois. Un homme est riche des choses dont il peut se passer. L'économie dans l'art de vivre est une philosophie pratique, car vivre avec peu améliore la qualité de la vie. Nous pouvons tous choisir la richesse de posséder peu. Ce qui compte, c'est d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout de nos convictions. Éliminez le plus possible, tâchez de ne pas vous laisser envahir par les objets et les meubles, puis passez à autre chose. Vos décisions deviendront instinctives, votre style vestimentaire plus élégant, votre maison plus confortable, votre agenda moins rempli. Le bon sens ressurgira et vous verrez la vie avec plus de lucidité. Apprenez à éliminer en douceur mais avec rigueur. Arrêtez-vous un moment et réfléchissez à tout ce que vous pouvez faire pour avoir une vie plus facile. Demandez-vous, qu'est-ce qui complique ma vie? Est-ce que ça en vaut la peine? Quand suis-je le plus heureux ou heureuse? Est-ce que le fait d'avoir est plus important que le fait d'être? Jusqu'à quel point puis-je me contenter de peu? Un conseil, faites des listes. Elles vous aideront à désencombrer votre existence. Rien n'est plus gratifiant que de savoir jauger avec méthode et vérité chacun des objets rencontrés dans la vie. Quelle est leur utilité? À quel univers ils se rapportent? Quelle valeur ils donnent à votre propre vie? Discernez de quels éléments ils sont composés, combien de temps ils peuvent durer et ce qu'ils éveillent en vous. Enrichissez plutôt votre corps de sensations, votre cœur d'impulsions et votre esprit de principes que votre vie d'objets. Refuser de posséder trop, c'est pouvoir apprécier plus pleinement tout ce qui apporte des joies spirituelles, émotionnelles, intellectuelles. Alors, la maison. La maison doit être l'antistress de la ville. Le Corbusier a dit ceci: espace, lumière, ordre, voilà ce dont l'homme a besoin pour vivre, autant que de nourriture ou d'un lit. Donc je répète, espace, lumière, ordre. Lorsqu'une maison est vide, excepté quelques belles et parfaites nécessités, elle devient un havre de paix. Chérissez-la, nettoyez-la et habitez-la avec respect. Cela dans le but de servir à protéger votre trésor le plus précieux, vous-même. C'est lorsque l'on n'est plus préoccupé par les considérations matérielles que l'on peut s'épanouir. Et ça rejoint des principes, oui, ça rejoint des principes du programme Montant ma vie. Je vous en parlerai peut-être dans un prochain épisode. C'est le fameux concept de moins pour plus. Psychologiquement, une pièce meublée de vide appelle la lumière et toutes sortes d'influences bénéfiques à venir la remplir. Le moindre objet devient un objet d'art et chaque minute un moment précieux. Un espace vide offre à ses occupants le sentiment qu'ils ont le contrôle de leur existence, parce qu'ils ne sont pas possédés, ce qui leur apporte un surcroît de confort et de satisfaction. Dans une maison, ce n'est pas la décoration qui devrait être essentielle, mais les personnes qui s'y trouvent. Quant aux couleurs, optez pour un monde monochrome. Les couleurs fatiguent la vue. Le noir, le blanc et le gris, eux, sont à la fois l'absence et la fusion de toutes. Nous sommes l'espace dans lequel nous vivons. Ce que nous exprimons au monde définit assez souvent ce que nous sommes en nous-mêmes. Pourtant, bien des gens restent indécis quant à leur goût et au choix de ce que leur apporte de réel. Pourtant, bien des gens restent indécis quant à leur goût et au choix de ce qui leur apporte de réelles satisfactions. C'est en créant un environnement conforme à nos aspirations les plus profondes que nous pouvons consciemment orchestrer le lien existant entre notre moi intérieur et notre moi extérieur.
L'idéal serait de ne posséder que le strict nécessaire, tout en vivant dans un endroit de rêve, un intérieur irréprochable et un corps travaillé, souple et soigné, et aussi d'être totalement indépendant. Alors l'esprit pourrait rester libre et ouvert à tout ce qu'il n'a pas encore découvert. Jetez vos gadgets, dites à votre entourage que la seule chose que vous voulez, c'est ne pas posséder. Échangez vos vieilles armoires contre un canapé moelleux, votre argenterie contre des sanitaires chromés, les robes ou les pantalons ou les vêtements que vous ne portez jamais contre un lainage de qualité, vos relations contre plus de temps pour les vrais amis et vos séances chez le psychologue contre une caisse de mouettes et chandons. Imaginez que votre chambre ressemble à une alcôve ou que votre maison est un petit bateau. Vous pourriez vivre sans meubles dans de merveilleuses maisons mauresques qui n'ont pour mobilier que des tapis somptueux, quelques coussins et des plateaux à thé. Maison et valise, l'une et l'autre sont seulement le lien où nous enfermons ce qui nous est le plus personnel. Le contenu n'est finalement que nous-mêmes, éternels nomades. Appréciez le fait de posséder peu. N'acceptez dans votre univers que ce qui satisfait vos sens. Prenez le temps de savoir ce que vous aimez, de façon à savoir aimer comment vivre. C'est de Sarah Britnack. Prenez le temps de savoir ce que vous aimez, de façon à savoir aimer comment vivre. C'est fort ça, hein. Faites le meilleur usage de ce que vous avez. Les sacs de voyage. Un proverbe anglais. Le voyageur pauvre est celui qui a beaucoup de bagages. Alors, les avantages du minimalisme. Voilà. C'est le deuxième chapitre de cette première partie. Le temps. Moins le perdre pour davantage et mieux en profiter. Aujourd'hui est notre bien le plus précieux. Un seul jour vaut plus à lui seul qu'une montagne d'or. Si vous haïssez la mort, il faut aimer la vie. Urabe Kenko. Chaque jour est la seule chose que nous possédions vraiment. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir du temps qui est important, c'est la qualité du moment. Ne tombez pas dans le piège de penser que si vous ne faites pas à l'instant ce que vous aimeriez faire, il sera trop tard ensuite. Tout ce que vous faites maintenant vous prépare à ce que vous ferez dans le futur. Tout a un effet cumulatif. Nous nous plaignons souvent de gaspiller notre temps, de le perdre, de ne pas en avoir assez. Une personne devrait pouvoir rester 2 ou 3 heures à attendre un train, seule sans rien faire, sans même lire et pourtant ne pas s'ennuyer. La vie est beaucoup plus agréable une fois que l'on a développé l'habitude de se perdre dans ses pensées, dons précieux qui apportent une joie extraordinaire. Faites une pause. Confucius a dit, il n'est jamais trop tard pour rien faire. Et je viens de lire un autre livre, c'est Tout est toujours parfait de François Lemay, qui dit qu'il faut même s'appliquer à bien ne rien faire. Prenez des vacances, organisez-vous des week-ends de 3 jours, sauvez-vous dans un endroit tranquille, loin des médias, de l'agitation et de toute autre préoccupation potentielle. Cherchez un hébergement où les repas sont inclus et propice à la retraite contemplative, comme dans un ashram ou par exemple au foyer de charité de la Flatière. Moi, c'est ce que j'aime bien faire, ce genre de choses aussi. Des stages aussi, stages de méditation par exemple, ou retraite vipassana, ou stage de yoga.
etc. Renseignez-vous et rassemblez des informations sur plusieurs types d'endroits pouvant convenir à vos humeurs du moment. Juste pour le jour où, fatigué, vous n'aurez plus d'énergie pour vous décider, alors qu'un voyage vous ferait du bien. Quand vous partez ainsi, emportez peu. Une tenue de rechange, une brosse à dents, un stylo et un carnet suffisent. Ne vous créez pas de préoccupations matérielles. La plupart du temps, nous sommes trop préoccupés et absorbés par nos possessions matérielles. Loin d'elles aussi, il faut prendre des vacances. Vous pourriez aussi quelquefois vous lever un peu plus tôt, prendre le petit déjeuner dans un café agréable ou préparer un pique-nique pour aller admirer un coucher de soleil. En simplifiant sa vie, on obtient plus d'énergie. Trop de gens sont entraînés par des passions qui sont en fait une forme de passivité. Ils cherchent à se fuir eux-mêmes. Mais la plus haute forme d'activité est lorsqu'une personne se pose pour contempler ses expériences et son entité. Donc par exemple quand elle médite, j'imagine. Cette forme d'activité n'est cependant réalisable qu'en vivant dans des conditions de liberté intérieure et d'indépendance. Quand on vit dans le moment présent, on ne ressent pas de fatigue. La plupart du temps, les gens sont plus accablés par l'idée de ce qu'ils ont à faire que que par ce qu'ils font en réalité. Ce n'est pas le futur qu'il faut redouter, mais l'instant qu'on laisse fuir dans le présent. Agissez lentement en vous concentrant sur ici et maintenant. Être capable de changer la qualité d'un moment est un des dons les plus précieux, de même que chacune de nos cellules contient les gènes de toutes les autres. Un moment est le reflet de tous les autres moments. Je relis cette phrase. De même que chacune de nos cellules contient les gènes de toutes les autres, un moment est le reflet de tous les autres moments. Rendez les actes les plus simples et enrichissez votre vie de rituels. Un rituel, c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit, un rituel, c'est ce qui rend un jour différent des autres jours, une heure différente des autres heures. Montaigne disait qu'une vie pleinement vécue dans le moment présent est enrichie et nourrie de rituels. Vivre est fondamentalement une affaire de conscience. Eh oui, ça, il faudra que j'en parle aussi de la conscience. Savoir bien vivre est une habitude, et les rituels y contribuent. Ne vous sentez pas coupable de ne pas respecter certains rituels. S'ils ne vous manquent pas lorsqu'ils sont négligés, c'est qu'ils ne contribuent pas autant que vous le pensiez à votre bonheur. Un rituel ne devrait apporter que de la satisfaction. Chaque chose en son temps. Alors une citation d'une actrice américaine, on ne sait pas laquelle. Offrez-moi une seule mais très belle flûte à champagne, en baccarat ou en lalique, pour mes anniversaires. Je ne veux ni posséder les choses ni en être responsable. Je veux seulement qu'elles soient là quand j'ai besoin d'elles. Contentez-vous de choisir un beau compagnon de perles pour votre cou et dites à vos amis que vous ne voulez pas de cadeau qui dure plus longtemps qu'une bouteille de thé ou qu'un bouquet de roses mauves. Je ne veux pas de choses, je veux des moments. Ben, j'aurais bien aimé rencontrer cette actrice, hein. Posséder peu. L'argent. L'argent notre serviteur et non notre maître. Waldo Emerson a dit, bon l'argent on sait que c'est de l'énergie, hein. Il a dit créer afin d'économiser est le fioul de la magnificence. L'argent est une force qui construit notre vie, que nous le voulions ou non. Quand le sang circule bien dans notre corps, cela veut dire que nous sommes en bonne santé. Quand l'argent circule librement dans notre vie, c'est que nous sommes économiquement sains. Mais savons-nous employer notre argent à bon escient? C'est de notre énergie dont il est question, et se contenter de peu est l'un des meilleurs moyens de préserver cette énergie.
Si nous dépensons notre argent pour des choses qui n'ont pas de valeur à nos yeux, nous perdons de notre énergie. En revanche, économiser et éviter les dépenses excédant nos mesures est un choix positif car il apporte la sécurité. Chacun d'entre nous devrait avoir son plan sécurité, sérénité, épargne. Réduire ses besoins au strict nécessaire est la façon la plus sûre d'y parvenir. On peut diviser son argent en deux parts. La première pour un style de vie frugal, l'autre, l'excédent, quand on en a, pour des fantaisies de riches. Il faudrait économiser pour pouvoir moins travailler, et non pour dépenser. En ayant quelques économies, on est positif et on vit plus heureux, parce que moins angoissé par le futur. Il y a tant de moyens plus enrichissants de vivre, comme les voyages, la lecture, l'apprentissage d'une discipline, la culture physique, la marche, la cuisine ou tout simplement le repos et la contemplation d'un paysage. Peu de gens comprennent la valeur de l'argent et le considèrent avec assez de sérieux. Celui-ci devrait en priorité être utilisé comme un lubrifiant dans les ruages de la vie. Économisez, réfrénez vos désirs et faites état de vos besoins. Il y a une chose que tout le monde tient à conserver le plus longtemps possible, la santé. Thoreau, le philosophe américain dont j'ai cité un peu avant, là, Henry David Thoreau, se réjouissait de pouvoir compter sur les doigts de sa main ses opérations financières. J'imagine dans une journée, ou peut-être dans une semaine. Ne gardez qu'un compte en banque et une ou deux cartes de crédit. 2 fois par mois, installez-vous au calme à votre table de cuisine avec un bon café, de la musique, et faites vos comptes. Réglez les factures comme s'il s'agissait d'un rituel, avec sérénité et sans vous dire que c'est une corvée. Réalisez que vous avez le contrôle de votre situation financière. Et moi, je rajoute une petite chose, parce que je conserve bien entendu tous les tickets de caisse, tous les tickets de facture, que ce soit les courses ou n'importe. Et en rentrant à la maison, j'écris sur chaque facture, j'écris tout ce qui est investi est bon et reviendra à lui-même 7 fois. Je fais ça sur tous les tickets. Et ben voilà, j'en arrive au chapitre 3. Donc je vous ai dit l'essentiel, enfin les petites phrases que j'ai notées, les pépites de cette première partie. Et on se retrouve dans un prochain podcast. À bientôt et bonne lecture. Je vous conseille vraiment de lire ce livre, de l'acheter et de le lire bien sûr et d'y faire des annotations, hein, tout ce qui vous plaît, comme j'ai fait là, parce que il y a de l'énergie dans les livres. Donc les bons livres, il faut les acheter et les garder et les relire. À bientôt!